Je remercie Monsieur l'ambassadeur. Bon, on sait que vous avez un rendez-vous avec le Sultan. Bon, encore une fois, je remercie Monsieur l'ambassadeur d'être venu. Et voilà. Mais Monsieur Marpitan, on va commencer par les deux anges. Oui. Est-ce que vous pouvez... Oui, les deux anges, oui. Pourquoi pas vous venez? D'accord. Et maintenant, bon, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais jusqu'à 11 heures, je crois. Et maintenant, la session de questions-réponses, et je voulais commencer par la première session avec 3 premières personnes, oui. Et chacun, je crois, a le droit de demander juste une question. Oui. Bon, soyez courtes, oui, soyez courtes et donnez votre nom et puis votre institution. Est-ce que vous avez le micro, Madame Roland? Oui, d'accord. Alors, 3 premières personnes, s'il vous plaît. Oui, pour Madame René, pour M. Couteau, ou bien pour les deux anges ici. Je vous donne le nouveau nom, quoi, oui. Et deuxième, pardon, mungkin yang kedua dulu, yang kedua juga. Oui, voilà, on commence tout de suite par Madame. Allez. Oui, je vous présente. Je m'appelle Nelly Kourouani, je viens de l'Université Saint-Louis de Marat. Je suis un peu nerveuse. Excusez-moi. Bon, tout à l'heure, ce que j'ai entendu de tous les présentateurs, on peut dire que dans l'ère milléniale d'aujourd'hui, on peut dire que la culture qui sont les cultures qui sont diffusées en ce moment-là, la culture coréenne, la culture japonaise, ce sont des cultures modernes qui sont diffusées par le média d'aujourd'hui. Tandis que le français et la culture française, c'est la culture des anciens penseurs. Bon, voilà, c'est pourquoi ce n'est pas facile de promouvoir l'enseignement de la langue française au niveau du lycée, parce que la langue française est la langue des penseurs. C'est dur pour les lycéens. Donc, la question c'est comment on peut toujours garder l'enseignement de la langue française au niveau du lycée à l'ère milléniale. Donc, les lycéens sont des jeunes qui aiment la culture vite fait, tandis que le français c'est une langue des penseurs. Voilà comment on peut enseigner le français pour ce public-là. Peut-être quelle stratégie de simplification de matériaux. Voilà. Oui, c'est plutôt la question pour Madame Asmoro, maintenant, elle a tout le gros nom, Madame Asmoro, Madame René et puis les deux anges ici, je crois. C'est sur la politique, la stratégie, quoi, oui. Non, je crois que vous appelez avec votre nom, parce que... et voilà. Et puis, M. Jean Couteau avec tout le nom. D'accord, merci. Deuxième personne, s'il vous plaît. Madame Yosana Bahana. Oui, ça marche. Ça marche.
D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, c'est très intéressant les interventions de ce matin. Avant de poser ma question, permettez-moi de citer deux noms des personnages de la langue française et de la littérature française. Je cite Jean Ambrouche, vous connaissez peut-être, qui dit « L'Algérie est l'âme de mon esprit et la France est l'esprit de mon âme ». Ça reflète en fait une réflexion très profonde comment le français existe en Algérie, dans le cas de Jean Ambrouche. Et puis le deuxième nom, permettez-moi aussi de positionner la langue française en citant Jean-Paul Sartre. Avec la contestation du français présentée par Ibouvenir tout à l'heure, je pense que le français aujourd'hui se met en position en citant le titre de Jean-Paul Sartre entre l'être et le néant. Alors ma question est tout simple. Que feriez-vous, mesdames et messieurs? Alors nous avons des personnalités là, sur la scène. Il y a Madame la doyenne de la faculté des sciences humaines à UGM. Il y a Monsieur le conseiller ici représenté par Mounia et Carita, qui est un auteur très connu. Que feriez-vous pour défendre la langue française? Moi, je sais, parce que je suis professeure de la littérature française, je défends le français par le biais de la littérature française et francophone, et en revanche, je défends la littérature française par le biais du français. Merci, M. Souriau. Merci, Marine. Défense le français. Et troisième personne, s'il vous plaît. Non, bon, en attendant, je crois que je donne la parole à Madame Monet et puis mes deux anges. Et puis peut-être M. Couteau, si vous voulez. Parce que tout touche tout le monde, je crois. Oui. Merci beaucoup pour les questions qui sont assez difficiles et on doit vraiment réfléchir pour ces questions-là. Pour la première question, je pense que ce n'est pas seulement le français qui est difficile. Le coréen, le chinois, le japonais sont aussi des langues très difficiles. Parce que pour nous, pour apprendre ces langues, il faut tout d'abord apprendre leur alphabet. Alors, ces langues sont aussi difficiles. Mais ce qui est important, c'est comment entrer dans les idées des studios. Alors c'est pour ça que tout à l'heure nous avons vu qu'ils sont utilisés de la culture hybride, la culture qui est mélangée, la culture donc ils pensent que les générations milléniales ils vont aimer. Alors ce n'est pas juste dire que moi je vais faire ça. Mais ce qui est important, est-ce que si je fais ça, ils vont aimer cette culture? Alors, oui, il y a, comment dire, des choses, des points positifs et négatifs. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui, comment dire, on va perdre quelque chose, que peut-être il y a un tout petit peu, comment dire, la modification de langue. Si vous écoutez les chanteurs coréens, chanter, c'est vraiment des cultures hybrides, avec l'anglais, avec le coréen, etc. Alors, ce qui est important, c'est de connaître les audiences, parce que ces langues-là sont aussi difficiles. Alors, je suis d'accord avec l'idée de Josana, pour moi la même chose. Ma stratégie est d'utiliser aussi, premièrement, la littérature française. Parce que dans la littérature française, on peut toujours avoir la possibilité d'attirer l'attention des étudiants. La langue est vraiment le point de départ, le point de départ. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si c'est seulement avec la langue, alors on peut étudier partout. On peut étudier à la maison. Maintenant, c'est facile d'étudier la langue à la maison. Mais ce qui est important, c'est comment pour attirer plus les attentions des gens, alors ils vont
français en Indonésie. Alors tout d'abord pour moi c'est la littérature et de ces romans c'est par les penseurs français. Les penseurs français sont vraiment comme on dit. Un point dont les étudiants vont aimer. Comment penser de manière française, mais c'est très adaptable pour la situation indonésienne. Par exemple, le pluralisme. Comment apprendre le pluralisme en Indonésie? Comment enseigner les étudiants le pluralisme? Des fois, j'utilise des théories françaises. Derrida, par exemple, dans la question de différence ou la question de distinction. Donc, voilà, c'est ça. Merci. Oui, je pense, pour en revenir au premier intervenant, ou à la première intervenante, effectivement, on est obligé de reconnaître le fait que la langue française est considérée comme la langue des anciens. Alors, pourquoi? Il y a sans doute à ce fait, disons, des raisons objectives. D'abord, historiquement, le français a toujours été la langue des élites. Si vous lisez par exemple la littérature russe, Tolstoï, Dostoïevski, il y a sans arrêt des mentions en langue française. C'était le cas dans beaucoup de pays jusqu'au milieu quasiment du XXe siècle. C'était associé au pouvoir. En Grèce, en Perse, autrefois c'était en Iran, lorsque je suis moi-même allé étudiant, les aristocrates parlaient français entre eux. À Kaboul, même chose. Ils parlaient français en lisant le 18 Brumaire de Karl Marx. Ils préparaient leur révolution, avec tout ce qui s'en est suivi. Alors il y a un fait historique. Le français a la réputation d'une langue élitiste. Une langue, précisément, dans laquelle étaient inscrites les contradictions dont je parlais tout à l'heure. Parce que ces élites intellectuelles qui souvent s'exprimaient en français entre elles, ces élites intellectuelles, tout en parlant de liberté, dans leur quotidien politique, étaient en général parfaitement réactionnaires. Alors en ce qui concerne, disons, les nouvelles technologies, la diffusion du français à travers les nouvelles technologies en Indonésie, il y a un fait inéluctable. Le principal investisseur en Indonésie, c'est la Corée. Donc, ipso facto, les intérêts coréens sont présents dans les mécanismes de diffusion culturelle, à la télévision, etc. Alors que la France joue un rôle relativement mineur en termes de relations économiques avec l'Indonésie. C'est une réalité. Néanmoins, il importe de savoir que dans la production culturelle des nouvelles techniques, si je ne me trompe, les Français sont parmi les premiers dans le monde en ce qui concerne la production de games, production de jeux. Donc ils sont présents. Mais ils sont sans doute présents dans une autre langue que la leur. Alors il y a aussi le cinéma français. Malheureusement, il est assez difficile de diffuser le cinéma français en Indonésie. Parce que la moindre poitrine qui apparaît est l'objet d'une censure. Même si le film est lui-même, pose lui-même des questions d'importance culturelle ou d'importance psychologique. Alors là, il y a un aspect culturel et politique, une définition de la moralité sociale et sexuelle, et ce n'est pas à moi d'y répondre. Voilà, à peu près. Merci. Maintenant, les stratégies. Les stratégies. Je ne sais pas, mais j'en vois sur. Elle est partie d'un fait que la langue française, c'est la langue des penseurs.
adolescents, c'est ça. Sauf que je pense que tout part de la façon avec laquelle on présente la langue française. Ça a été, c'est toujours la langue des penseurs, puisque c'est une langue qui permet justement d'avoir un discours plus élaboré, je pense, que l'anglais ou d'autres langues. Mais aujourd'hui, en France, il n'y a pas que des vieilles personnes, il y a des jeunes, il y a des adolescents, il y a des jeunes adultes qui écoutent de la musique française d'actualité, qui regardent des séries françaises, qui ont une littérature aussi nouvelle. Donc je pense que tout dépend de la façon dont on présente la langue française aujourd'hui aux apprenants en Indonésie. Ensuite, tout à l'heure, on peut dire que la France n'est pas très présente sur le territoire. Par rapport en comparaison avec la Corée, je pense que la Corée aussi elle est plus présente dans la région Asie, ce qui n'est pas le cas pour le réseau culturel français qui est très présent partout dans le monde, et c'est ce qui, je pense, c'est ce qui justifie le manque de moyens en comparaison avec la Corée par exemple. Mais je pense que voilà, tout est dans la modernisation de l'enseignement de la langue française aujourd'hui en Indonésie. Il faut s'adapter à la France d'aujourd'hui qui n'est que la France d'hier. Voilà. Juste pour dire comment attirer l'attention des adolescents, des jeunes pour apprendre le français. En fait, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile, je pense, parce qu'on sait tous qu'il y a une tendance pour les jeunes de parler en bilingue. Enfin, c'est un mix entre indonésien et d'autres langues, comme on dit à la Jakarta Selatan, which is like. Donc je pense, personnellement, 6 mois, je suis enseignante, je vais dire à mes étudiants, apprendre la langue étrangère, c'est cool. Pourquoi? Parce que on peut montrer comme si on est meilleur que les autres en parlant en indonésien mixte français. Par exemple, oui, on dit souvent rendez-vous, itu bukan rendez-vous, c'est rendez-vous. Atau on dit souvent oui, Hermès, Hermé, bon, on veut dire c'est pas Hermé, Hermé c'est les macarons, c'est Hermès. Et aussi pour les jeunes c'est important aussi parce que maintenant avec les médias, les réseaux sociaux, si on montre à nos followers un truc qui est différent avec les autres, c'est quelque chose. Donc, pourquoi on apprend le français? Parce qu'avec le français, on peut être différent. On peut donner une chose. Ouais, c'est comme notre identité. On peut dire, oui, les jeunes, faut apprendre la langue étrangère, notamment le français, parce que déjà, c'est pas une langue pour les vieux, c'est pour nous, jeune génération, et c'est une langue, parce que vous savez déjà, il y a beaucoup de Français, surtout ici à Jakarta, parce qu'à l'hôtel, par exemple, il y a plein de Français, et moi, à chaque fois, je me dis, oui, je vais à Jakarta parce que je peux parler français, parce que c'est fatigant de parler français tous les jours. Et quand je suis à Jakarta, par exemple, même dans le bus, il y a des gens qui parlent français. Donc, c'est quelque chose, c'est pour vous montrer que apprendre le français, parce qu'avec cette langue-là, vous pouvez ouvrir des dialogues avec des gens partout ici en Indonésie, par les boulets, parce que je sais bien que les étudiants là ici, vous aimez bien parler avec les boulets, c'est ça? Et après, prendre un petit selfie avec les gens, non? Albinos. Et voilà, donc gardez dans votre tête que le français c'est les langues, la culture économique,
jeunes des générations. C'est nous, c'est nous des jeunes. D'accord, merci. Merci pour la réponse. Bon, on a encore 7 minutes, oui, et je voulais avoir 2 questions encore. Oui, 2 personnes, non? Alors, c'était très intéressant, hein, la représentation de Mme Boning, M. Bouteau, et puis de la part de l'ambassade de France. Hein. Donc, et voilà. Donc, peut-être vous pouvez pas parler personnellement, oui, à la pause, je ne sais pas, avec Mme Boning, M. Bouteau, ou bien mes 2 anges ici, oui. Donc, merci. Je ne veux pas conclure de quoi il s'agit, mais vous savez tous que voilà, il s'agit de la défense française, qui le français n'est pas une langue des vieux, voilà. C'est une langue à la mode, oui. Bon, c'est à vous les étudiants, bien sûr, de défendre le français, l'existence du français et puis la vivacité du français en Indonésie, oui. Donc, encore une fois, encore un applaudissement pour les présentateurs, oui. Merci, merci beaucoup. Et je donne la parole à Campana et Gustou, oui. Merci. D'accord, merci monsieur. Nous remercions les intervenants et monsieur le modérateur qui nous ont tous beaucoup inspirés ce matin. Merci beaucoup, madame, monsieur. Bon, madame, monsieur et tous nos chers conférenciers, selon le programme, nous allons continuer à la première séance parallèle. Nous invitons les intervenants, modérateurs et tous les participants poseront à la salle que vous avez choisie. Les séances parallèles auront lieu dans 5 salles différentes. 3 salles à 7 étages ou 7e étage, incluant cet auditorium, et 2 salles au 6e étage. Pour aller au 6e étage, vous pouvez descendre par des escaliers situés en face de la porte de l'auditorium. Merci. Et nous vous rappelons qu'après la pause déjeuner, le programme s'enchaînera avec la 2e et la 3e séance parallèle dans la même salle. Merci beaucoup et bonne séance de discussion. Yang ini aja tuh. Laki-laki.